Je vais juste te dire quelques mots. D'abord, on est content que vous soyez si nombreux à venir écouter ce qui est à la fois une conférence de presse, une conférence tout court, un échange, une discussion et surtout une présence. Puisque c'est très exceptionnel, c'est la première fois que le Festival de Cannes organise cette sélection dont on souhaiterait qu'elle soit éphémère. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas besoin de montrer ces films chaque année pour dire et pour poser les problèmes de l'environnement, du réchauffement climatique. Hélas, on n'est quand même pas sûr que l'année prochaine, il n'y aura pas d'autres films pour dire d'autres choses sur l'état de notre planète. Le Festival de Cannes essaye d'être lui-même exemplaire en tant que grande organisation, grand événement mondial, de questionner ses propres pratiques. Et ça fait déjà quelques années, alors qu'avant, ce n'était pas notre souci. Vous vous souvenez qu'on changeait le tapis 3 fois par jour dans des matières tout à fait pas bien, qui étaient jetées n'importe comment. Bon, depuis quelques années, ça a changé. Et on avait déjà un plan qui était prêt l'an dernier et que nous pratiquons cette année. À tous égards, évidemment, des choses de gestes quotidiens ou de l'investissement pour la reforestation et surtout atteindre, si tant est que ça soit possible, mais en tout cas, plus que symboliquement, la neutralité carbone, afin de faire de Cannes une destination propre, ou en tout cas la plus propre possible, en espérant aussi que nos collègues des autres festivals puissent suivre, non pas cet exemple, mais ce devoir, et éventuellement que les collègues des autres grandes manifestations mondiales. Et comme on est un festival de cinéma, on n'a pas voulu seulement afficher les convictions, on a voulu montrer des films, parce que chaque année on en avait. J'ai répété que la première fois c'était avec Al Gore, 2007, Une vérité qui dérange, un film dont on s'étonnait qu'il soit là, parce que ça n'était pas pour ses qualités purement cinématographiques, c'était presque une captation de conférence de la part d'Al Gore. Le film est quand même allé jusqu'aux Oscars, mais c'était par conviction. Et on a toujours continué à le faire. Et puis cette année, et c'est sans doute pas un hasard, que le film de Flore Vasseur et le film de Cyril Dion soient des films qui évoquent la façon dont la jeunesse vient déjà nous donner des leçons. C'est aussi le thème fictionnel et en même temps tellement vrai, très réussi. Je ne l'ai presque pas eu au téléphone, Louis, alors je le dis devant tout le monde que son film est absolument formidable. Fiction générationnelle, des films qui disent la catastrophe en Inde et en Chine, mais ça pourrait être dans plein d'endroits du monde. Et le cinéma est un lanceur d'alerte pour ça. Il se passe ça. Et puis le film d'Aïssa Maïga qui a dit une chose très belle hier, en disant quand on parle des gens du Mali, on ne peut quand même pas dire que c'est eux qui sont responsables du réchauffement climatique. Par contre, ils en sont les premières victimes. Et puis le film de Marie Amiguet et de Vincent Munier, qui est un film qui dit la beauté du monde, parce qu'il fallait aussi montrer ça. Le cinéma, qui est un instrument de connaissance du monde, sert à ça. Et on voulait aussi qu'il y ait un film, La Panthère des Neiges, sur les hauts plateaux de l'Asie centrale, un film qui dise ça, un film qui dit que la planète, c'est quand même très, 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 très beau, et qu'il s'agirait de la préserver. Donc voilà, merci à vous tous. Félicitations pour vos films. Tous ceux qui sont montrés sont déjà un succès formidable. Je dis ça pour Louis, pour qu'il ait un peu l'angoisse de présenter le sien. Merci à vous tous aussi qui êtes là. Et enfin, ils vous le diront, relayez bien tout ça, c'est très important. Merci, et merci Cyril, qui a été beaucoup là. Merci Monsieur Frémaux. Alors, vous l'avez compris, nous sommes ici aujourd'hui avec les membres de la sélection éphémère et essentielle Le cinéma pour le climat. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu être présentes. C'est Raoul Jain, réalisateur de Invisible Demons, et Jai Liang, réalisateur de I Am So Sorry. Mais nous avons l'immense chance d'être avec toutes les personnes qui m'entourent à cette table et que je vais présenter un petit peu plus en détail, elles et leurs films, que ce qu'a fait Thierry Frémaux tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces mots. Donc, à ma
gauche, Marie Amiguet, vous êtes réalisatrice du documentaire La Panthère des Neiges, et avec votre caméra, vous avez accompagné l'écrivain Sylvain Tesson et le photographe Vincent Munier, qui est avec nous, un tout petit peu plus loin sur la table, sur les hauts plateaux du Tibet. Donc c'est un documentaire poétique qui casse un peu les codes du film d'expédition et raconte la beauté du monde, la magie de ces paysages, dans l'attente de cette insaisissable Panthère des Neiges. À votre gauche, Cyril Dion, donc auteur, poète, militant écologiste et réalisateur du film Animal. Donc 6 ans après le succès du film Demain, vous revenez avec un film qui alerte sur l'autre grande crise que nous devons affronter, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et ce film suit donc les questionnements passionnants de 2 adolescents, donc Bella et Vipulan, qui sont juste à côté, et qui parcourent le monde à la recherche de sens, de solutions concrètes. Donc c'est un film qui nous invite à nous interroger sur notre rapport au vivant et redonne espoir malgré tout. À votre gauche, Louis Garrel, acteur, réalisateur de La Croisade. Donc c'est votre 3e film après L'homme fidèle et les 2 amis. Donc une fiction coécrite avec Jean-Claude Carrière, dans laquelle un couple découvre que leur fils a vendu en douce tous leurs objets les plus précieux pour financer une mission secrète avec d'autres enfants à travers le monde pour sauver la planète. Donc c'est un film drôle et satirique qui critique un peu l'embourgeoisement de certains parents qui sont souvent secoués par leurs enfants. À votre gauche, Bella Lac, qui est une des protagonistes du film Animal de Cyril Dion. Donc, Bella se définit comme une adolescente qui fait ce qu'elle peut pour la protection de la faune et de la biodiversité, en toute humilité. Mais en réalité, elle est en première ligne du mouvement écologiste britannique et est ambassadrice de nombreuses organisations, dont le Jane Goodall Institute. À la gauche de Bella, Aïssa Maïga, actrice engagée et réalisatrice de Marcher sur l'eau, un 2e documentaire après Regard Noir, qui confrontait le monde du cinéma à son racisme systémique. Celui-ci raconte l'histoire du village de Tatiste au Niger, victime du réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l'eau, question essentielle de sa survie, par la construction d'un fourrage, et tout ceci à travers le regard d'une jeune adolescente. À la gauche de Aïssa Maïga, Vincent Munier, donc vous êtes un des photographes animaliers les plus reconnus au monde, et c'est vous en 2010 qui avez eu l'idée en fait du film La Panthère des Neiges en préparant votre premier voyage sur le haut plateau tibétain. Et donc dans ce documentaire de Marie Amiguet, c'est Vincent qui guide l'écrivain Sylvain Tesson et lui apprend à décrypter les espaces sauvages qu'il connaît si bien, mais aussi à renouer avec l'attente, le silence, l'observation, pour avoir une chance d'apercevoir la Panthère des Neiges. À la gauche de Vincent Munier, Vipulan Puvaneshwaran, militant climat depuis plusieurs années, notamment avec Youth for Climate, ancien ambassadeur de Little Citizens for Climate. Il était déjà aux côtés de Cyril Dion en 2019 à Cannes, à l'occasion de la tribune Résister et Créer. Et il est, avec Bella, le 2e protagoniste du film Animal. Et à la gauche de Vipulan, donc vous avez échangé de place, Melati Vizgen, activiste et actrice du film Bigger Than Us, qui s'engage depuis 6 ans pour préserver les écosystèmes dans son pays, l'Indonésie, de la pollution plastique. Et c'est à travers en fait, son regard que l'on rencontre les activistes du documentaire Bigger Than Us, avec une interrogation notamment de Melati qui est comment tenir quand on milite comme ça pour changer les choses. Et enfin, Flore Vasseur, réalisatrice, donc après votre documentaire reconnu Meeting Snowden en 2016, vous revenez avec un film Bigger Than Us qui met en lumière la jeunesse qui change le monde et part à la rencontre de jeunes activistes avec Melati qui luttent pour le climat, la justice sociale, les droits fondamentaux comme la liberté d'expression ou l'accès à l'alimentation. Souvent, ils sont seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et de leur sécurité. Et ils protègent, dénoncent, soignent les autres et la terre. Et c'est un film engagé qui a été produit par Marion Cotillard et Denis Caro. Quant à moi, je suis Paloma Moritz, je suis journaliste et porte-parole du mouvement On est prêt, qui est co-initiateur aux côtés de Cyril Dion de la tribune Le Cinéma pour le climat, qui est parue dans Le Monde ce matin. Donc cette tribune, elle a été écrite et signée par tous les artistes qui sont à ma gauche et qui ont décidé de créer, en fait, chacun à leur façon pour contribuer à réparer ce monde. Donc, je vais poser une première question à Cyril Dion sur cette tribune et puis je vais ouvrir les questions à la salle. Cyril Dion, quel est le message que vous vouliez faire passer avec cette tribune et quel impact pourrait avoir le cinéma aujourd'hui s'il allait encore plus loin, à la fois dans la dénonciation de l'urgence climatique et à la fois dans la création de futurs désirables? Bon, je me découvre juste le temps de... Vous pouvez enlever vos masques pour parler. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là. Ce qu'on voulait, c'était marquer le coup de cette sélection, qui effectivement est un moment particulier dans l'histoire du Festival de Cannes. Dire que le cinéma pouvait avoir un rôle à jouer face à cette urgence considérable à laquelle l'humanité fait face, qui est le changement climatique et plus largement la crise écologique.
que le cinéma pouvait avoir un rôle de plusieurs façons différentes pour alerter, c'est ce que font la plupart des documentaires qui sont présentés dans cette sélection, pour inspirer, pour nous proposer d'autres imaginaires, d'autres voies que nous pourrions emprunter pour montrer des solutions. C'est ce que le cinéma fait depuis très longtemps et a fait par exemple à Cannes avec le documentaire d'Al Gore dont on parlait précédemment, avec Fahrenheit 9/11 sur la guerre en Irak, avec Citizenfour sur la surveillance de masse. Mais je pense aussi que le cinéma peut avoir un rôle à jouer dans le futur pour transformer nos représentations du monde. Ce qu'on dit dans la tribune, c'est que nous, les humains, nous sommes une espèce fabulatrice, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à raconter des histoires, on se sert des histoires comme d'un moyen d'interpréter la réalité et de la partager avec d'autres. Et cette capacité de raconter des histoires a une incidence très importante sur les autres humains, et c'est pas pour rien que depuis tout temps, le cinéma a eu un rôle dans l'orientation dans les trajectoires de nos sociétés. Le rêve américain, tout ce que les Américains ont voulu faire passer après la guerre est beaucoup passé par le cinéma. Ça a beaucoup influencé notre culture. Mais là aussi, je pense que les cinéastes pourraient se saisir de cette question du climat, pas forcément pour faire des mauvais films à thèse, hein, c'est pas l'idée, mais pour raconter ce que ça leur évoque, à la fois la peur, l'espoir, le doute, la déstabilisation, et puis commencer à imaginer à quoi le monde pourrait ressembler si on faisait à peu près ce qu'il faut, quoi, si on voulait construire un monde soutenable. On a énormément de films qui essayent de dépeindre l'avenir, et c'est toujours des films apocalyptiques, toujours. Extrêmement dystopiques. Donc le futur est toujours dépeint comme quelque chose de à la fois ultra technologique, ou alors il y a eu une catastrophe nucléaire, il n'y a plus d'eau, les gens sont en train de s'entretuer. Mais où sont les films qui imaginent un avenir différent ? Où sont les films qui racontent comment on pourrait s'en sortir ? Où sont les films qui proposent des représentations où on vit dans un monde où, j'en sais rien, où il n'y a plus de voitures, où on mange plus d'animaux ? Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais que notre imaginaire peut investir ces territoires. Et que si notre imaginaire ne les investit pas, on reste coincé dans la perception du monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est Rob Hopkins qui était dans le film Demain, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Et si ?» et qui dit ça, qui dit qu'on traverse une crise de l'imaginaire, qu'on a beaucoup de mal à imaginer le monde autrement que comme il est là, et que c'est un des énormes problèmes que nous avons pour essayer d'engager une transition dont personne d'entre nous ne sait exactement comment il faut faire. Et il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de loi, on n'a pas à dire, nous, cinéastes, on n'a pas à dire c'est comme si, ou c'est pas comme ça. Simplement, on a besoin de libérer la créativité, et il me semble que les raconteurs d'histoires sont bien placés pour pouvoir le faire. Les questions sont ouvertes. Bonjour, Caroline Venac du site Somewhere Else. Vous avez totalement anticipé la question que j'allais poser sur les futurs désirables et la libération de nos imaginaires. J'avais l'impression qu'il y avait un décalage entre le documentaire et la fiction de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le documentaire arrive à être à la fois lanceur d'alerte, à diagnostiquer, mais aussi à mettre en avant les personnes qui font bouger les choses. Dans la fiction, comme vous le disiez, on est assez limité à des récits apocalyptiques qui, certes, sont cathartiques, mais aussi souvent très, très anxiogènes. Comment aider justement les créateurs de fiction, ou en tout cas, il ne s'agit pas de leur dicter leur inspiration, mais peut-être les inciter à aller dans des directions différentes. Est-ce que ça peut passer par des résidences d'écriture, voilà, ce type des interventions dans ce type d'endroits pour que l'imaginaire puisse s'élargir un petit peu? Bonsoir, pardon. Je propose à Louis, qui est le seul à avoir fait une fiction parmi nous. Non, je vous demande de m'excuser, parce que évidemment, je suis enthousiasmé d'être dans ce groupe de films, et je suis complètement profane. Je suis vraiment ignorant sur la question de... J'ai même du mal à articuler une pensée autre que celle qu'on entend tout le temps. C'est ça qui est difficile. C'est ce que je trouve le plus difficile à faire. J'ai coécrit le film avec Jean-Claude Carrière, qui est mort il y a 6 mois, et qui m'a dit, tu sais, Louis, dans les années 60, j'avais déjà publié un livre sur le problème
écologique, on pourrait dire. Maintenant, je pense qu'il ne faut plus parler de problème écologique, il faut dire survie. Parce que écologique, il est complètement dépassé. C'est-à-dire, et puis il fait même pas... Le problème avec ces discussions, c'est qu'elles sont un peu ringardisées tout le temps, parce qu'elles sont gentilles, ou elles sont pleines de bonnes intentions, et que maintenant, je pense qu'il faut employer des mots durs. Et c'est pour ça que l'apparition de Greta Thunberg, elle a été un événement très fort. C'est que, je vais faire un parallèle un peu hasardeux, vous voyez bien qu'avec le Covid, on avait tous peur de mourir. Et on a eu tous très très peur que nos parents meurent, que nos... Alors très très vite, on a arrêté tout, on a fait toute affaire cessante. Et puis, tout d'un coup arrive Greta Thunberg, et puis des gens de 15 ans, qui sont, eux, concernés par leur propre mort. Que ce problème-là, que les scientifiques ne cessent depuis maintenant, ça fait quoi, une bonne quinzaine d'années, de dire il y a un problème énorme, qui est une disparition, pas de la planète, c'est pas la planète qui est en danger, c'est une surface autour de la planète, et c'est une biodiversité, c'est l'espèce humaine, et l'espèce en général, d'ailleurs l'espèce, les vivants, quoi. Et eux, ils sont confrontés, c'est leur mort. On est en train de leur dire, c'est votre mort. Donc eux, ils le font plus avec des films, ou ils le font plus avec des... Greta Thunberg, elle vient avec sa peur de mourir. Vous voyez, je digresse déjà, je ne sais même plus où je voulais aller déjà. Il faut me pardonner. Et alors non, je disais, et sur la question de la présentation, c'est pas tant qu'est-ce que vont devoir faire les metteurs en scène pour libérer leur imaginaire, c'est qu'est-ce que la société dans son ensemble, comment la société dans son ensemble, c'est-à-dire le champ politique, le champ de la société civile, va faire maintenant prendre conscience pour que les metteurs en scène, à un moment donné, ils vont pas plus que parler que de ça. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, prenez ça en charge, parce que sinon les films, ils vont ne parler que de ça. Parce que ça va tellement se rapprocher d'année en année de la disparition qu'on va plus pouvoir parler d'histoire d'amour, on va plus pouvoir parler d'autre chose, on va parler que de films de survie. Donc il faut plutôt que la question, je la retourne à l'envers, je dis comment faire pour que les films ne parlent pas que de ça d'année en année, parce qu'il va y en avoir de plus en plus, forcément, parce qu'on est des êtres, on a peur de la mort, on voudrait mourir le plus tard possible, et donc on va parler que de ça, et ça va devenir très ennuyeux au bout d'un moment donné. Bah, c'est ça que je dirais, plutôt que de dire... Aïssa, tu veux réagir à cette question-là ou... Bonjour, Thomas Bonissal, Avoir à lire. J'aimerais savoir si la crise sanitaire a accéléré ou déclenché peut-être même la création de cette section Le cinéma pour le climat. Ah, ça c'est au festival qu'il faudrait poser la question. Nous, on ne sait pas. Il y a une chose qui est très belle. Il y a un philosophe qui s'appelle Bruno Latour, qui a dit une chose très intelligente, parce que, ah oui, en début quand on a énuméré tous les trucs, je me suis dit, putain, ils vont être dépressifs, là. Ça va être dur. Non, mais c'est dur d'entendre tout ça. Et alors Bruno Latour, il dit, c'est à la fois complètement démoralisant de parler de ces choses-là. C'est d'ailleurs pour ça, la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on arrive de temps en temps dans nos vies, c'est très dur d'y penser vraiment très profondément, parce que ça fait peur. Donc en fait, on met des ornières pour passer ça, pour plus y penser et puis faire sa vie, quoi, parce qu'on a des problèmes de maquillage, de cheveux, d'amants, de maîtresses, enfin tout ça. Et Bruno Latour, il dit tout ça est très déprimant, mais cette situation du Covid, ce confinement qu'on a tous vécu, on a été 7 milliards, là, enfin on est combien maintenant? On est 9 milliards? Non, 7,7. 7,7 milliards. Et on est 7 milliards, on a vécu un confinement. Ils disent ce qu'il faut saisir, et c'est là que c'est un espoir, c'est que c'est une répétition générale. C'est-à-dire que c'est une répétition générale pour le grand confinement qui est le confinement sur la Terre. C'est un confinement d'ailleurs. Et ce qu'il dit, qui est aussi très belle, c'est une chose très belle, c'est qu'il y a une première révolution, qui est la révolution de Galilée, c'est-à-dire en gros on n'est plus tout seul dans le cosmos, où il y a des planètes et tout ça. Maintenant c'est une deuxième révolution, et c'est pour ça que la jeunesse, maintenant ça devient très puissant, leur manière de s'en saisir, parce que c'est comme s'ils l'avaient dans leur chair, quoi. Ils grandissent avec. C'est que notre vie sur Terre, elle a un impact sur la planète. Donc, je ne sais pas si ça a accéléré les choses, mais en tout cas, ça a fait une répétition générale de « putain, il y a un problème global et mondial ». Donc tout d'un coup, ça a fait un calque. Ça a fait en petit, parce que c'est un petit problème qu'on a vécu, je l'espère. Mais ça a fait quand même ça a fait quand même, physiquement, on a compris ce que c'était que tout d'un coup, quand on met le calque de l'arrêt de l'espèce, on pourrait dire en gros, on dit « ah oui, c'est ça ». Mais en 1 million de fois plus fort, parce que ça sera le noir complet. Oui, il y a une question juste là. Merci. Bonjour, Jean-Pierre Pustiane, Néo TV. Juste une question à propos du cinéma et de l'impact du cinéma pour la cause du climat. Je me souviens que dans les années 70, au début des années 70, un film formidable d'anticipation
qui s'appelait Soleil Vert, racontait un des scénarios possibles avec toutes les misères. Vous l'avez peut-être tous vu, non ? L'idée que l'humanité affamée mange des algues, de la spiruline en fait, mais en réalité on va trouver dedans des résidus d'êtres humains. On est vraiment à la fin de l'humanité, 5 minutes avant. Ouais. Hein, voilà. Et alors ce film, moi que j'avais vu en son temps et qui a marqué les esprits en son temps, aujourd'hui on dirait qu'il n'a servi à rien. Et la question que je pose est un peu naïve, pardon, mais est-ce que le cinéma est suffisant à faire s'engager réellement les citoyens, les gens ? Question bête. Aïssa Maïga, Ouais, ou Aïssa, ou les deux d'ailleurs. Ou toutes les deux, oui. Bonjour. Alors, est-ce que le cinéma est suffisant pour faire bouger toute la planète ? Je ne pense pas. Il me semble que le cinéma fait partie d'un ensemble bien plus vaste et qu'aujourd'hui, la question, c'est de créer un écosystème vertueux entre les politiques, les artistes, la société civile. Et moi, j'ai le sentiment... alors, je ne suis pas du tout une spécialiste des questions environnementales, et je suis une citoyenne lambda qui regarde la catastrophe arriver, qui parfois se sent totalement démunie. Et en même temps, je tiens à entretenir une forme d'optimisme un petit peu forcené, d'ailleurs pas uniquement sur cette question-là, sur toutes les questions qui me semblent importantes aujourd'hui. Et je crois que les cinéastes ont une part à prendre réelle qui n'est pas négligeable, mais qui seule ne pourra jamais faire bouger l'ensemble d'une société. En revanche, je pense vraiment que nos films, nos récits, qu'ils soient documentaires ou fictionnels, peuvent donner des clés de compréhension. On peut être des accélérateurs de particules. On peut permettre à des personnes de s'identifier dans des récits, de se propulser dans un ailleurs. Quand vous parliez d'imaginaire tout à l'heure, pour moi, c'est très important de dessiner des clés, des solutions, des perspectives dans des films. Et je voulais ajouter une chose sur la jeunesse. Aujourd'hui, on fait partie d'une section qui est un petit peu périphérique. Je le dis sans mépris, hein. Mais c'est périphérique, éphémère. Enfin, on sent bien que... Et ça, c'est pas visible uniquement dans le Festival de Cannes, c'est visible dans beaucoup d'espaces, que cette question environnementale, parfois, elle est un petit peu déconnectée du reste. Et aujourd'hui, on a besoin de reconnecter pour recréer une sorte d'environnement qui puisse agir vite et fort et d'une façon démocratique, transnationale. On a besoin de reconnecter des espaces qui, je pense, n'agissent pas forcément ensemble. Et la jeune génération de cinéastes qui va arriver, qui est biberonnée à ces questions d'environnement, mais qui aussi les porte dans sa chair. Moi, je fais partie d'une génération à laquelle on ne parlait pas de réchauffement climatique. Pourtant, c'était déjà là. On ne parlait pas de tri des ordures ménagères, c'était ringard. Voilà, moi, je suis arrivée à l'âge que j'ai aujourd'hui, 46 ans, avec assez peu de clés qui m'ont été données dans l'enfance, l'adolescence ou en tant que jeune adulte. Donc je pense que les jeunes aujourd'hui ont une appréhension de ces questions-là beaucoup plus forte et on va voir émerger des cinéastes qui vont poser ces questions-là d'une façon qui ne permettra pas de traiter ces cinémas-là à la périphérie. Et moi, j'ai hâte, et ça fait partie d'une gourmandise et d'un optimisme que j'ai. Je sais qu'ils sont là, je ne sais pas qui ça va être, mais ça va être tout à fait organique, j'imagine. Florent Vasseur, vous vouliez peut-être réagir Merci pour votre question. Soleil Vert, je suis vraiment contente que vous le mentionniez parce que je pense qu'on est tous des enfants de Soleil Vert. Merci beaucoup. Nous, on est ravis aussi d'être dans cette section, mais notre film ne parle pas beaucoup du climat, en fait. On a essayé de s'attaquer à quelque chose qui nous paraît aussi fondamental et qui traite le climat comme un symptôme d'un dysfonctionnement beaucoup plus important, qui est celui de notre société. Donc voilà, moi je voudrais juste réouvrir sur le fait qu'aujourd'hui, les problèmes du monde, bien sûr, il y a le climat, c'est sûr, etc. Il y a beaucoup d'injustices sociales, tout ça c'est le fruit d'un système qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Alors je sais bien qu'on est au cœur du système en étant à Cannes. Et surtout, moi je suis accompagnée avec, et notre film parle de cette jeunesse partout dans le monde qui se lève et qui agit. Je veux vraiment m'inscrire en faux sur cette histoire d'angoisse, cette peur. Il faut qu'on y réponde, elle existe. Mais justement, on a une responsabilité. Moi, au-delà de traiter des imaginaires et tous ces mots, moi, je suis désolée, ça ne me parle pas beaucoup. Aujourd'hui, nos enfants, ils ont besoin, et d'autant plus après la pandémie,
d'avoir des raisons de vivre. Donc, moi, je veux bien qu'on touche aux imaginaires, mais là, tout de suite, il faut qu'on leur donne juste envie de se lever demain et de croire qu'ils ont une option et des choses à faire. Et je trouve que dans cette table ronde, les seuls qui devraient parler, c'est nos personnages. Donc, je voudrais vraiment les entendre sur cette question, sur la façon dont eux, qui ont participé à ces œuvres, fictionnelles ou documentaires, en tout cas là, peut-être que documentaires, trouvent que finalement, le cinéma ou la caméra ou le journalisme vient soutenir ce qu'ils sont en train de faire et les aider eux-mêmes à continuer à croire à ce qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lèvent aujourd'hui, on a parlé de Greta, mais il y a des... Enfin voilà, je ne vais pas faire de la retape, mais il y a énormément de jeunes qui se lèvent partout dans le monde. On a une responsabilité, nous, très forte, à ne pas ultra-personnaliser ce mouvement, sinon il va mourir. C'est trop lourd à porter pour une seule personne. Donc distribuons. Pour les journalistes qui sont dans cette salle, il y a des histoires comme ça, elles sont formidables. Ce n'est pas des histoires de béni oui-oui. Elles traitent du monde. Elles l'attrapent avec leur angle à eux. Et je pense que c'est le minimum de ce qu'on pourrait faire. Voilà. Mais j'adorerais qu'eux nous disent ce que ça leur fait à eux, que finalement cet art qui était assez aussi périphérique certainement pour cette génération, vienne s'intéresser à eux et peut-être vienne en soutien en fait. I can jump in real quick. Pardon, je ne sais pas French, how to speak French, so I'm going to speak in English. My name is Melati and I worked with Flora on the film. Je m'appelle Melati, j'ai travaillé avec ce film Bigger Than Us. Donc, c'est une véritable célébration d'être ici avec ce message venu de 7 jeunes réalisateurs et en écoutant les autres orateurs, j'ai regardé le public et je me suis dit, nous y sommes. Nous sommes arrivés ici. Chaque personne dans cette salle a été impactée par ces histoires. Et nous avons donc une responsabilité et nous devrions sentir que cette responsabilité nous donne du pouvoir. Nous sommes dans un âge technologique où l'accès à l'information est extrêmement facile. C'est la seule chose que nous devrions faire, nous demander quel est notre rôle et comment contribuer à un avenir positif. Il faut que nous reposions sur, que nous basions notre action sur ce pouvoir, et ce sans attendre qu'on nous en donne l'autorisation, sans attendre de prendre de l'âge. Il faut prendre conscience que nous n'avons pas le luxe d'attendre d'avoir pris de l'âge. Donc nous coopérons tous ensemble, nous nous connectons, nous nous organisons pour faire en sorte que l'avenir que nous voulons prenne réalité. Nous ne pourrons le faire que si nous nous réunissons pour mettre en œuvre des solutions aujourd'hui. Donc je donne la parole aux plus jeunes parmi nous. Tu as la parole. Je sais pas trop quoi ajouter là. Vas-y. Non, mais enfin, je pense que quand même l'un des rôles du cinéma, c'est de créer des récits. Mais il faut que ça, il faut pas que ça se limite à ça. Le cinéma, c'est quelque chose parmi tant d'autres, et faut pas l'essentialiser. C'est rien, t'entends la traduction dans le casque à côté de... Comment ? T'entends la traduction. Ouais, c'est perturbant. Et du coup, l'un des rôles du cinéma, c'est de participer à ce que Baptiste Morisot appelle la création d'une culture du vivant. En France, on a beaucoup ce qu'on appelle une culture de la lutte. On a eu les Gilets jaunes récemment, on a eu les grèves pour le climat, ça c'est au niveau mondial. On a eu les manifs pour Adama récemment, partout en France. Et il y a donc cette culture de la lutte en France, et à côté de ça, en parallèle, il faut construire ce qu'on pourrait appeler une culture du vivant, et allier ces deux choses-là pour créer vraiment un monde viable. Cette culture du vivant, elle pourrait être faite d'anecdotes, d'attention collective à tous ces êtres qu'on ignore aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez complexe et qu'on ne peut pas vraiment très bien appréhender aujourd'hui,
mais c'est, je pense, l'un des rôles que peut jouer le cinéma et de manière générale l'art aujourd'hui. Merci beaucoup. Et là, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense qu'on pense qu'il y a beaucoup d'anxiété, d'angoisse à notre époque. Et je crois que les jeunes, pense-t-on, sont motivés par la peur. Je crois que tout cela est mu par l'espoir et l'imagination. Et c'est là que le cinéma, et Cannes aussi, peuvent jouer un rôle important pour saisir cette énergie. Et je crois que c'est cela qui nous motive. Ce n'est pas l'angoisse qui nous motive, c'est tout simplement l'espoir et l'imagination. Par exemple, avec le virus, nous avons vu que les gens ont mis fin à leur activité. Et nous avons vu qu'il ne pouvait pas y avoir une continuation du développement économique. Tout cela compte dans des villes, par exemple, comme Amsterdam, où on a pris conscience de cela. Et Cannes et l'industrie du cinéma doit permettre de trouver des solutions, doit permettre à l'imagination de tous à se développer énormément. On peut toujours continuer à punir beaucoup de monde, mais ça ne marchera pas. Je crois que pour que l'activisme fonctionne, il faut que l'on ait des buts, et c'est là que le cinéma peut nous aider. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une immense complémentarité de tous les films qui sont présents dans cette section. Marie Amiguet, comment est-ce que vous réagissez là à tout ce que vous venez d'entendre par rapport à justement votre film qui explore aussi une autre dimension? Oui, bonjour. Merci de nous avoir conviés déjà à cette journée, car moi, mon grand réconfort dans cette présence à Cannes, c'est d'être aux côtés de gens comme vous déjà. Et parce qu'évidemment, on vit dans un monde de contradictions en permanence, et faire des films, c'est des contradictions. On en souffre au quotidien quand on réalise et quand on se pose toutes ces questions. Pourquoi je fais ce déplacement? Est-ce qu'aller au Tibet, ça sert à quelque chose? Qu'est-ce qu'on va raconter là-dessus? Est-ce que ça va pas être que du blabla? Est-ce qu'on ferait pas mieux de rester dans notre jardin et cultiver notre potager et puis essayer de protéger un peu ce qu'il y a autour de nous, ne serait-ce que 30 km autour de chez soi, il y a déjà tellement de travail à faire partout. Donc voilà, je salue, je suis d'autant plus émue d'être aux côtés de ces jeunes-là qui sont bien plus jeunes que moi, qui ont moitié mon âge, peut-être moins, je ne sais pas. Déjà, je veux leur dire bravo pour qui ils sont et ce qu'ils font et les encourager à continuer. Comme disait Flore, ou je ne sais plus qui disait ça, oui, effectivement, il n'y a pas qu'une solution. Le cinéma, c'est pas la solution, mais il faut toutes les prendre. C'est comme l'énergie, il n'y a pas qu'une solution. La politique, il n'y a pas qu'une solution. Il faut vraiment arrêter d'être binaire et puis penser de manière écosystémique, quoi. Et je ne sais pas quoi rajouter. Pour notre film, effectivement, un film sur la panthère des neiges au Tibet, on s'est déjà un peu fait railler sur notre présence au Festival de Cannes dans une rubrique environnement. Mais finalement, parler de la biodiversité, parler du climat, c'est parler évidemment des activités humaines qui bouleversent tout. Donc ça bouleverse le climat, ça bouleverse aussi les équilibres sur Terre. Enfin, je ne vous refais pas un dessin, tout le monde est au courant. Comme on disait, les grands discours, au bout d'un moment, on les connaît par cœur. Et maintenant, il faut juste foncer à agir. Si le cinéma peut aider, je suis contente d'être là et je continuerai un petit peu. Sinon, j'irai dans mon champ de patates, quoi. Vincent Meunier, vous voulez ajouter quelque chose sur la Panthère des Neiges et la remise en question du rapport au vivant? Peut-être sur le jardin de Marie, ces patates sont très belles. Elle s'aime au jardinage, c'est plutôt une réussite. Non, écoutez, oui, nous n'avons pas l'impression d'être trop à notre place ici, c'est certain. Pour ma part, j'ai grandi depuis très tôt en me nourrissant un peu de la beauté du monde sauvage autour de chez moi. Et petit à petit, je l'ai vu en effet s'amenuire et puis se réduire. J'habite dans les Vosges et pourtant j'avais beaucoup d'espoir en me disant, voilà, grâce à la photographie, à tenter de montrer la beauté du monde, on peut susciter un émerveillement, on peut changer un peu le monde.
Et j'y crois pas, en effet, comme le cinéma, c'est pas suffisant. C'est en effet, on fait notre part, comme tu le disais, Issa, comme le dit beaucoup Pierre Rabhi, on fait notre part, mais c'est vraiment, vraiment pas suffisant. On est face à que des paradoxes, en effet. Et moi, ce qui me donne envie, en tout cas, de continuer à tenter de montrer le beau, c'est en effet le retour des jeunes, vraiment. Des jeunes, même si à leur âge, j'ai le souvenir que je me faisais également railler en disant « mais pourquoi tu restes des heures et des heures à tenter de photographier une bergeronnette dans un ruisseau ou dans un fossé ?» Mais en fait, c'est super important. J'ai l'impression que là, tous nos jeunes sont tous en effet focalisés sur leur tablette, pas tous, mais beaucoup. Et le fait de ralentir, cette pandémie peut nous aider à ça, de ralentir et puis d'observer, d'enlever nos œillères et de regarder la beauté qui est autour de nous. C'est aussi un peu naïf, mais je vous assure que les émotions sont extrêmement fortes. Pourquoi on est parti si loin à la panthère ? Je vis des rêves de gamin et en effet, c'est des animaux assez mythiques qui nous m'ont fait rêver dans les livres. Et c'est surtout aussi pour s'échapper, parce que je souffre terriblement. Il y a une souffrance de voir la nature autour de chez moi se réduire, c'est hallucinant. Ce sont des respirations d'aller là-bas, dans le Grand Nord, dans le Grand Sud. Donc c'est quand même un peu triste. On est obligé d'aller loin pour se sentir bien. C'est-à-dire là où on ne fait pas de mal à tout le monde, où on ne dit pas telle ou telle espèce est nuisible. Vous vous rendez compte qu'on est quand même la seule espèce qui décrète que celle-ci est nuisible ou qu'on a une mauvaise herbe. C'est quand même complètement hallucinant quand on connaît un tout petit peu la biologie et qu'on connaît l'interdépendance et ce besoin de lien entre tout. Voilà, donc c'est notre panthère. Je pense que grâce à Sylvain, pourquoi est-ce qu'on l'a sollicité ? Parce qu'il trouve les mots justes, ce qui n'est pas notre cas. En tout cas, nous, c'est plus l'image. Il trouve les mots justes pour toucher quand même au plus profond les gens et tenter, encore une fois de plus, d'avoir des passerelles un peu plus grandes. Donc voilà, c'est ce qu'on continue. Mais voilà, comme Marie, on sent bien à côté de jeunes aussi engagés. Voilà, merci. Il y avait une question au centre. Il est possible que ce soit la dernière parce qu'on commence à un petit peu dépasser. Bonjour, vous m'entendez? Oyku Sofioglu, Altyazı de la Turquie. J'ai une question concernant les relations entre l'écologie et le cinéma dont on parle en général au niveau de la représentation. Donc on parle tout le temps de ce qui se passe à l'écran. Mais ce qui me pose le problème, c'est que par exemple des grosses productions, est-ce que ces grosses productions nuisent aussi l'environnement, et comment vous, lors de vos tournages, est-ce que vous avez pris des initiatives concernant la question, parce que c'est aussi des questions de logistique, des machines, de l'énergie consommée, et donc là-dessus, est-ce que vous avez travaillé lors de tournage, de production de vos films? Je vais démarrer, je suis dans le sens, si vous voulez bien. Je vais faire très très vite. Bon, moi, Melati est le personnage principal du film. Elle lutte contre le plastique depuis 6 ans, donc elle nous a mis une pression incroyable pour qu'à minima, on ait 0 plastique sur le tournage. Quand vous êtes au fin fond du Malawi et que vous devez prendre votre sandwich, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est peut-être rien, mais ça a forcé pas mal de choses. On a essayé bien sûr de compenser tous nos déplacements en avion. Bon, c'est quand même continuer à se déplacer. Pour nous, au moins 50% de notre équipe, si ce n'est pas 80% de l'équipe, parce que ce n'est pas que l'écologie, c'est aussi l'écologie mentale. 80% de l'équipe est féminine. Il n'y avait personne de précarisé dans notre équipe. Et on fait partie aussi du 1% pour la planète, c'est-à-dire que notre société de production reverse au moins 1% des recettes du film à des ONG engagées. Sur des projets très concrets pour l'écologie. Donc, je pense que c'est un endroit, effectivement, vous avez raison, cette industrie est quand même pas extraordinaire sur la question. Et pour l'instant, en fait, on est tous dans une courbe d'apprentissage, on cherche tous des solutions. Nous, on est venus avec ça. Et franchement, on était assez contents, ne serait-ce que pour les exercices de catering, etc., de pousser, de pas de couverts en plastique, etc. Je sais que ça a été un cauchemar pour tout le monde. Mais parce que c'est pas le réflexe habituel, mais à la fin, les gens étaient tous fiers d'avoir trouvé une solution. Et il faut peut-être comprendre que c'est aussi des aussi petites choses que ça, et d'instaurer aussi, voilà, quand vous allez à l'autre bout du monde, vous choisissez pas forcément la grosse chaîne d'hôtels, mais vous essayez de travailler avec le tourisme local et aussi vous comprendre que vous avez une responsabilité quand vous voyagez dans ces pays pour essayer de respecter en fait les pays dans lesquels vous venez travailler et récupérer l'histoire.
Je crois qu'il y a encore une question, parce que si on se met tous à répondre, là, malheureusement, je pense que on prendra jamais... On va prendre une dernière question et s'arrêter parce qu'on touche à la fin. C'est peut-être une question difficile, mais à ce stade, nous avons des problèmes de température de quelques 50, quelques degrés au Canada. Il semble que l'initiative individuelle ne va pas changer grand-chose. Donc, en ce qui concerne le cinéma, il y a certes des documentaires qui parlent de la pêche ou qui parlent de l'industrie pétrolière, etc. On peut bien sûr planter autant d'arbres que l'on veut, mais nous sommes bien au-delà de cela. Il y a des avocats qui portent plainte contre les sociétés pétrolières en Équateur. Et cet avocat auquel je pense, par exemple, doit rester à domicile à la suite d'une décision de tribunal à New York. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? On est en train de les faire. Enfin, je veux dire, là, dans Animal, si vous venez le voir, on va au Parlement européen pour comprendre justement comment les multinationales, depuis tout le temps, envoient des lobbyistes pour orienter les lois et que c'est 90% du problème. On va rencontrer une juriste internationale qui se bat pour que le crime d'écocide soit reconnu parce qu'elle nous explique que 70% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 100 entreprises dans le monde. Et effectivement, vous avez raison. Si on regarde les chiffres, même en France, il y a un cabinet qui s'appelle Carbone 4 qui a fait une étude qui montre que même si chacun d'entre nous est absolument exemplaire, ça représente 25% du problème. Que le problème est majoritairement structurel. Et que pour changer structurellement cette situation, ça demande de lutter. Ça demande aussi, je suis désolé, de transformer notre vision du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire en tant que société humaine ? Et c'est à ça qu'on s'est beaucoup attelé dans Animal, c'est chercher, c'est quoi la direction que l'humanité peut prendre ? Parce qu'on peut se dire que l'imaginaire, c'est des mots un peu déracinés. Non, on est matraqué de messages toute la journée, de messages publicitaires, de messages qui sont dans des films. Je veux dire, si Apple dépense des millions pour faire du placement de produits dans le dernier James Bond, c'est bien parce que ça a un impact sur l'imaginaire des gens et sur les choses qu'ils vont acheter ou ne pas acheter. Donc là, on a essayé de se dire, OK, est-ce que la direction qu'on prend, qui est l'histoire qu'on se raconte collectivement, qui est il faut avoir toujours plus de croissance, acheter toujours plus, produire toujours plus, consommer toujours plus. Est-ce que cette histoire-là, que la plupart de l'humanité se raconte, c'est-à-dire que la plupart des êtres humains ont envie de participer à cette histoire, ont envie de pouvoir acheter, ont envie de pouvoir être des agents, des parties prenantes de cette histoire un peu triomphante qui est encore une fois véhiculée à longueur de temps dans des pubs. Est-ce que cette histoire-là, c'est l'histoire qu'on a besoin de continuer à se raconter comme, en tant qu'être humain ? Moi, je ne crois pas. Et notre idée dans le film, c'est de dire qu'il y a une autre histoire, qui est peut-être que l'être humain sert à autre chose qu'être un producteur-consommateur, qui sert peut-être à protéger le vivant. Donc l'humain en fait partie, mais les autres espèces aussi. Et que si on arrive à faire en sorte que suffisamment de personnes se racontent cette histoire-là, elles pourront engager des luttes. Elles pourront engager des luttes parce qu'elles auront des perspectives. Je veux dire, quand il y a eu la lutte pour les droits civils, par exemple, aux États-Unis, c'est un mélange. C'est un mélange entre un récit, quand Martin Luther King dit « I have a dream » et son discours, c'est un récit. C'est-à-dire qu'il projette une image du futur où son fils pourrait avoir les mêmes droits que n'importe quel garçon blanc, et on en a besoin. Et ensuite, il y a des luttes qui sont non violentes, qui sont parfois violentes. Toute la partie de Malcolm X, c'est pas des gens qui allaient juste avec des pancartes et des fleurs dans les cheveux. C'était des gens qui se sont confrontés au système, vraiment. Et puis ensuite, il y a des circonstances historiques. Donc là, en l'occurrence, c'était la guerre du Vietnam qui a accéléré. C'était la Première Guerre mondiale qui a accéléré pour les suffragettes en Angleterre pour avoir le droit de vote des femmes. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a accéléré le fait que l'Inde a obtenu l'indépendance. Et ce n'était pas uniquement Gandhi, c'était Gandhi, plus des mouvements un peu plus violents, plus justement des récits qui disaient mais les Indiens peuvent être l'équivalent des Anglais. Donc on est là-dedans. C'est-à-dire que nous, on peut jouer, comme disait Aïssa, on peut jouer notre rôle à l'endroit où on est, qui est de projeter des imaginaires, mais il faut des gens qui luttent. Et il y a des circonstances historiques qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, les 50 degrés qui commencent à y avoir dans des pays, des villages qui partent en cendres,
des sécheresses qui obligent des agriculteurs à arracher des milliers d'arbres. Tout ça, ce sont des circonstances historiques qui vont faire que des gens vont se soulever à un moment, en disant c'est pas possible, on ne peut pas continuer à survivre de cette façon-là, alors qu'il y a 10% de la population ou 1% de la population qui continue à vivre dans des hôtels climatisés et à prendre des jets privés. C'est pas possible. Donc nous, on essaie simplement de prendre notre part avec ça, et il y a déjà un certain nombre de films qui le font, mais le but de cette conférence de presse, le but de cette sélection, c'est de dire il en faut sans doute beaucoup plus en face de tous les messages inverses qui sont déversés chaque jour. Could I just add something? I think as well, just to add to the concept of this dream, I don't know. Je voudrais ajouter quelque chose à cette notion de rêve. Je ne sais pas si vous vous considérez dans cette salle comme des activistes, mais en ce qui concerne l'environnement, il y a une chose importante à ajouter. Il ne s'agit pas seulement de sacrifice. Il faut que nous changions complètement de mode de vie, certes, mais il y a autre chose. Il faut se diriger vers un meilleur futur. On parle du cinéma, on parle de l'environnement. Ce ne sont certes des choses séparées, cinéma et environnement, mais l'environnement doit être protégé pour que l'air soit plus propre, pour que nos enfants puissent continuer à jouer dans la rue. Nous essayons de protéger l'humanité parce que il s'agit ici de se protéger et non pas simplement de sauver le monde, parce que le monde va très bien, lui. Il s'agit de survie, le monde irait très bien sans nous. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de protéger l'essence même de l'humanité, c'est par la créativité et l'art. Il ne s'agit pas seulement de sacrifice, il s'agit d'imagination pour que le monde soit un meilleur endroit à vivre. Ce sera le mot de la fin. Cette conférence de presse se termine. On a déjà un peu débordé. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci.